Je crois que chez Aristote, il y a une veine très socratique, mais il y a une autre Aristote, il y a plusieurs sortes d'Aristote peut-être. Et ce que je vois chez Aristote comme pré-socratique, il aura pu rester pré-socratique pour nous, c'est-à-dire avec quelques fragments très imprégnants. Par exemple, l'un de ceux-là, l'un des plus supérieurs des fragments qui existe bel et bien, mais qui est là dans le corpus aristotélicien pour être trahi par lui-même peut-être. Mais par la force des choses, par une certaine épocalité, par cette ouverture de l'être à l'être humain, à Dasein grec, je dirais, post-platonicien. Alors, tout le monde connaît et sûrement a pensé à la signification. La phrase, le sentence aristotélicien est ceci. L'un des premières des recherches. L'être se dit de plusieurs façons. C'est poleikos qui m'intéresse. Cette pluralité, cette multiplicité, non pas éparse, bien sûr, c'est par rapport, même pas par rapport à l'être, parce que dès qu'on dit par rapport à l'être, effectivement, on entend la catégorialisation par rapport à ousia, à l'être. Voilà, mais quel être, n'est-ce pas? On considère qu'il y a deux ousia chez Aristote, selon, bien sûr, selon non pas encore point de vue, mais selon, je dirais, j'oubliais le mot exact grec, effectivement, c'est important, le mot que je vais trouver. Alors, poleikos, si je n'invente pas le mot, c'est pas une multiplicité éparse, et ça ouvre une série, un essai d'approche dans l'être, à partir de l'être, sur l'être, au-dessus de l'être, au-delà de l'être, être en tant que tel, être en tant qu'étant, cet être-ci, todeti, être qui se rassemble à une autre être, mais qui est une être à part entière, je dirais quoi, un mot allemand un peu ambigu, das Gleiche, ressemblance, analogie, voilà. On parle de l'être, on ne peut parler de l'être qu'à partir des analogies, peut-être. Effectivement, j'entends ce sujet qui me passionne toujours pour justement revoir les limites, les délimitations, les marquages de frontières entre, d'abord, c'est une distinction à la fois tardive, à la fois très précoce entre la littérature, les belles-lettres, c'est-à-dire, et philosophie, mais ultérieurement métaphysique, un discours sur l'être, seulement être en tant qu'être, est seulement forcément une schématisation et qui n'arrive pas à sortir des schèmes et en quittant les images que Platon encore citait, ne serait-ce que ces rappels concernant le mystère de l'Eusis qui aura dit
selon ce mystère, que le cœur soma ne serait qu'une seulement, c'est-à-dire une géole, et ultérieurement, le sens qu'il prend, le sens qu'on le donne, le sens qu'il reçoit, le signe à partir duquel un cœur comme tombeau peut devenir habitable, dans lequel et en lequel on peut séjourner. C'est grave ce que je dis, mais ça montre quand même une certaine affinité, une continuité dans la problématique de dénomination, connotation et équivoque, univoque, et tout ce mouvement de catégorisation n'arrive pas ni à achever ni à abolir jusqu'à poétique qui séparait cette fois-ci les domaines à l'intérieur de ce qu'on appelle les belles lettres. Et les gens qu'on a oubliés, dit Ambrose, dit Ambry, ce que j'ai chanté il y a des années et j'avais publié il y a quelques jours qui n'intéresse bien sûr évidemment personne parce que je n'ai aucune connaissance en la musique. J'avais fait l'appel aux gens au-delà de leur spécialisation et virtuosité en musique, dans l'instrument, dans le genre musical, venir à m'aider au nom seulement de la musique, au sens cette fois-ci vraiment substantiel du terme, la musique. Musica, je crois en grec, je ne sais pas, mais ça viendra peut-être d'une certaine mesure. Si un jour quelqu'un qui s'intéresserait à cette sorte de dissémination que j'ai fait, disons, pour emprunter le titre d'un livre de Derrida, La dissémination, c'est-à-dire on sème des signes, indices, d'une manière consciente ou inconsciente par des diverses vitesses, avec une lenteur ou bien avec une vitesse que j'appelle parfois crescendo, un certain stream, Maelstrom stream, dans le discours, je parle. Et j'ai fait une comparaison avec mes périodes de peinture très rapidement, en fait. Dans la peinture que j'appelle sérielle, dessin, on a cette chance de reprendre toujours le même thème, variation, suivre les variations. C'est comparable à un découlement d'un discours qui prend des durées, longues durées, des courtes durées. Et c'est pour ça que je voulais un peu classifier ce que je fais, mais je ne peux pas aller si loin, mais je crois que dans le début de ce film, qui datera 2016 ou 2017, j'avais choisi un thème intense, donc qui a quelque chose encore à voir avec avec la différence des genres, des espèces, mais surtout dans la littérature, influence entre l'Orient et l'Occident. Cette interaction que j'avais trouvé une piste, une ligne conduite qui m'amenait d'Andalousie, une certaine connaissance des Européens, une rencontre avec une autre civilisation qui sera l'arabe musulman, et qui sera cette civilisation
court. Mon hypothèse était que dans une œuvre qu'on appelle dans la tragédie de l'âge classique en Europe, si on met côté Don Quichotte comme genre roman, il y avait un certain Calderon qui avait écrit La vie est un songe. Là, j'avais trouvé une piste qui renoue le thème de cette tragédie avec le thème de Mille et une nuits des Arabes. C'est avec un travail assidu, on peut le démontrer, mais c'était devenu une sorte d'obsession en moi. Cet héritage ou influence par la proximité donc, de la culture arabe, qui n'a rien de religieux, mais qui a des coloris, je dirais, de différentes religions selon le contexte. Donc, ça tourne autour de destinalité et point de vue, perspective, etc. Je ne reviens pas. Mais c'était des discussions intenses sous le commencement de la littérature. La disparition de la tragédie grecque déjà à l'époque d'Aristote, donc effectivement la question nietzschéenne qui nous orientait, quel était l'état des Grecs dans leur l'âge de tragédie, et ce thème est encore vivant apparemment jusqu'à ce troisième moment intense que j'ai après dans mes enregistrements de mois d'août 26, 27, 28 août 2024, sous laquelle je suis en train de travailler sous le titre de Déconstruction de l'âge d'or de la philosophie antique. Jusqu'à la présocratique, etc. Aristote qui aura une veine présocratique en disant l'être se dit de plusieurs façons, alors que les présocratiques cherchaient l'arc. Alors, on était resté ce matin très tôt dans mon relecture de mes enregistrements. Effectivement, je suis tombé sur un sujet, comme je retarde la publication, non pas pour une seule raison, mais je pète. je pète mes enregistrements, je passe à une autre chose. Et puisque je trouve cette veine dans laquelle je déclare qu'il y aura un certain Aristote présocratique et il y aura un certain Héraclite qui ne sera pas tout à fait présocratique, mais qui aura connu une cité dans laquelle l'or s'échangeait avec la marchandise. Voilà, vous avez, j'espère, compris sur quoi je travaille. Mais au milieu, c'est-à-dire, je suppose que c'était le mois de juillet de l'année dernière, donc 2024, deuxième moment que je peux distinguer comme intense des enregistrements, ça tournait autour d'abord de Descartes et de Leibniz, mais je le faisais... je mettais en rapport cette discussion avec, bien sûr, ce renouveau de philosophie avec Leibniz et son rapport avec Avicenna, et encore une influence d'Aristote lue par les philosophes d'islam, Avicenna, etc. Mais d'autre part, j'éclate d'une certaine façon cette discussion en
en mettant en rapport avec la lecture soufie du Coran par 3 portes qu'ils ont trouvé l'entrée, et qu'il s'agirait des apparitions surnaturelles, entre guillemets. Et je m'étais de manière insistante en rapport soit sur l'exemple de Malingeni, qu'on trouve chez Descartes, une trace de, non pas sorcellerie, oui, comme Jacob Rogozinski ou Alexandre de Côte d'Ivoire, je dirais, de grands philosophes, nous insinuaient ce genre de propos, comme quoi il y aura une reste de sorcellerie dans la philosophie, même classique européen, chez Descartes. Donc l'exemple de Malingeni vient d'Alexandre, etc. Donc c'était une sorte de lecture soufie contre le canon, une interprétation canonique de Coran. Alors aujourd'hui, dans mon enregistrement de doute, je suis tombé sur ce point litigieux en parlant et en discutant, en critiquant Aristote, en énumérant ses fautes. D'abord, je rappelle la stratégie. D'abord, je critique d'une certaine parricide à Aristote de prendre la notion de nous ou nosis d'Anaximandre comme le père et le tuer en prenant ce concept nous alors qu'il critique sa conception de la fonction de la main dans l'évolution intellectuelle de l'espèce humaine, etc. Et deuxième point, en rapport avec la main, donc la notion et concept de aristotélicien de praxis était resté inexpliqué suffisamment. Et une certaine apparence dans la lecture exotérique d'Aristote de rester complètement enclavé dans sa cité et dans ses mœurs, dans son zytiquette, je dirais, ethos. Et choisir dans les vertus un juste milieu. Et d'où la discussion de médiocrité et comment on peut sortir de la médiocrité dans la philosophie, soit en écrivant, soit en professant, soit en lisant. Voilà, là où j'étais resté. Mais l'exemple que je donnais, donc, en rapport non explicite avec la question d'Arché, donc, qui est en rapport dans mon imagination avec cette question immémoriale de Cadulet. Je crois que j'ai fait un film, je n'ai pas vu, c'est pas si ancien, Cadulet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il mérite d'être adoré. D'où vient cette obsession, cette fois-ci, dans cette série, de leur adorer le feu. Voilà, comme une réponse à la question d'Arché. Et je faisais un passage insipide, rapide, à la prosternation et la possession dite dionysiaque, c'est-à-dire une symbiosis avec l'élément, soit le feu, soit l'eau, soit l'air, finalement, soit nous, pourquoi pas, et pourquoi pas, maintenant je pense, une certaine technicité d'affairement, de fabrication artisanale, qui aura encore, bien sûr, quelque chose
voir avec la main d'œuvre, travailleur. Là, c'était un peu explicité dans mon enregistrement sur l'invention fabuleuse de l'écriture phénicienne dans la construction de temples, de pyramides d'Égypte par les Phéniciens, selon une note de Lacan, bien sûr. Là, on était dans le travail. J'ai un autre enregistrement que je n'ai pas encore révélé, une conception matérialiste du travail qui sera responsable donc de l'évolution de l'homme. C'est-à-dire que comme question d'archéologie, il y a une réponse possible, le travail. Main d'œuvre est tout simplement la main de l'homme, vous voyez, qui aura capable de donner ce qu'il n'a pas. Et ce sera l'amour. Vous voyez, tout ce que je peux faire dans un résumé rapide, mais le problème que dans les questions de l'être se dit ou se prononce ou se communique à nous de plusieurs façons, nous sommes en contact, nous pourrions avoir un contact avec l'être de plusieurs façons, ça veut dire qu'il y a plusieurs réponses à la question d'archéologie. Et il y a une université écologiste dans laquelle, sans transition, j'ai donné l'exemple problématique de namaz ou salat, mot persan, pratique persan, même sanskrit. Le mot namaz persan qui viendra sanskrit d'une certaine namaz, c'est-à-dire une prosternation devant les corps célestes ou le cycle de macrocosme, je dirais. Pour donner l'exemple, il y a plusieurs sortes de namaz qui n'ont pas tourné vers le Kaaba, mais la Kaaba, c'est-à-dire, j'ai fait une équivalence avec Kaaba d'Abraham et le temple grec, tant chéri par Heidegger, qui ne serait qu'une trésorerie, c'est-à-dire la banque, là où on dépose l'or. Voilà, cette équivalence univoque entre l'or et le feu qui me guidait et qui est arrivé jusqu'à vivre de la littérature, ce feu de la littérature, au-delà de tout genre, d'exprimer et mettre en contact. C'est ça mon tourment quand il s'agit d'une citation de Jacob Böhm, n'est-ce pas, en ce qui concerne l'orgie ou l'archéologie. Nous sommes en tourment et, comme disait, sans dire Anaxagoras, c'est l'eau, c'est l'écume, c'est l'Aphrodite qui sera née des écumes, d'où vient. Autrement, une substitut qui sera l'instrument musical, un tam-tam, qui n'est qu'une boîte fermée, donc une certaine tabernacle ou une coffre de loi africain dans lequel il n'y a que des grains sécheurs. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les grains? On peut faire des tintamars, c'est-à-dire une résonance, une vibration, un écho. Là, on retourne encore à des cérémonies d'initiation ou de communautaire et un certain accompagnement au travail. Là, je tourne. C'est ça que j'appelle le tourment pour aller vite. Non pas c'est moi, c'est Jacob Böhm en parlant de Qualen, l'origine, jaillissement, là où jaillissent les choses, l'archéologie,
il faut adorer ou commémorer, soit par namaz, soit par salat. Salat, qui aura souvent quelque chose à voir avec saluer, acte saluer, et pourquoi pas skeptomena, Athéna skeptomena, une sorte d'adoration et qui nous guette, qui nous protège. Aber egal, de Wahrheit, ce qu'on a gardé, ce qui nous garde de la vérité, dans tous les sens, c'est-à-dire nous gardons de la vérité, et la vérité nous garde comme une gage, même si nous ne sommes pas engagés, nous sommes en otage d'un gage que j'appellerais symptôme. Symptôme, c'est-à-dire semer de petites grains à droite et à gauche, que j'appellerais dissémination, et qui est assez pénible comme travail, qui comprend à la fois analyse, synthèse passive, active, etc. Donc, et nos rêveries aussi. Voilà. Alors, parler de la musique, je pensais de plusieurs dimensions, et pour trouver non pas un juste milieu, mais un discours plausible. Pourquoi plausible? Vous parlez de la musique, eh bien, il faut procéder par une certaine autoréférentialité, intertextualité. Là, j'ai un peu voyagé dans ce que j'ai dit. J'ai fait soit une citation de Goethe, soit l'architecture sera une musique figée, soit les travaux de Lévi-Strauss dans la mythologie. Ça complique énormément les choses. Soit une comparaison entre les arts temporaux dont la musique fait partie et les arts spatiaux que la peinture fait partie, et la peinture, selon Lacan, sera une sorte de paix apollonienne, mais pourquoi pas en gardant de ces polémos dionysiaques, des abandons dans trace. Et la musique ici, avec ces formes, avec le texte qui accompagne la musique, dont il s'agirait côté discursif. Dans une opéra, par exemple, l'improvisation, le mouvement libre, variation eidetique, etc. Là, j'ai survolé ce thème, mais puisque pourquoi pas ne pas citer aussi par cette autocitationnalité, mais quelques essais qui tournent autour de soit opéra, soit plus ultérieurement d'un théâtre qui ne sera pas à l'italien, une ébauche d'opéra méditerranéen que je retourne
Et l'autre essai pendant que j'étais assez malade, écrit dans quelques nuits, un certain opéra ou bien un certain burlesque épique qui s'intitulerait peut-être comme le titre de pièce de théâtre de Céline Brac, Les Palais Brûlés, qui renvoyait explicitement à mon texte très précoce, Le cœur de Başaltındakiler. Başaltındakiler korosu. Başaltı veut dire en turc une partie d'un navire. Qui sera un peu la chambre obscure, la petite cellule dans laquelle un certain Jonas aura été enfermé dans le texte biblique, mais bien sûr rien de biblique, ce n'est qu'une cellule intérieure d'un navire de petite taille. On utilise en turc, mais le cœur, quel rapport? Donc, j'imaginais peut-être quelque chose de l'ordre de la tragédie avec le cœur qui se situe dans un navire, et il devait y avoir des galériens, sûrement des esclaves, etc. Voilà, je survole. Mais comme dernièrement, au mois d'août 2024, j'avais fait une série d'enregistrements intitulée Rêve d'or, et qui commence avec Héraclite et qui finit avec Héraclite. Et pour l'instant, ça dure 2 heures. C'est pas sûr que je vais le faire, pouvoir publier en tant que tel. Mais dans une de séquences, j'ai fait une certaine fiction, comme j'ai déclaré plusieurs fois que j'ai une inclination pour la fiction dite autobiographique, qui n'a rien à voir avec l'autobiographie. Là, il s'agit d'une ébauche de tragédie, avec les scènes successives. J'avançais assez rapidement avec une crescendo, avec un mouvement de conscience. Les scènes se succédaient, et à la fois je vais y retourner à Héraclite, son rapport avec l'or et le feu, interchangeable. Là, je répète de certaines lignes caractéristiques de ce qu'on appelle de la tragédie, d'une manière formelle, je dirais. Mais un contenu s'installait vite, et qui finissait de manière détournée, le rapport, un roi fou, à la manière d'un certain Lear, le roi Lear de Shakespeare, mais cette fois-ci ottoman, qui feint d'être fou, mais depuis son enfance en tant que dauphin, pour ne pas être justement victime de ses frères qui ne soient pas étranglés par ses frères, également dauphins,
et pour ne pas devenir justement le sultan, etc. Ça, c'est son œuvre. Ce ne sont pas des fictions, mais il s'agit, souvent, médite, si je ne me trompe pas, etc. Et le meurtre récite avant la régence, etc., etc. Donc, c'était une invention d'un moment. C'était touchant à la limite de l'écouter pour moi-même. Je ne sais pas si c'est publiable. Et je pensais tout à l'heure également, Antonin Artaud aura écrit une certaine opéra scénique et qui n'a pas parvenu à nous, c'est disparu, mais il y a des témoignages que j'ai lus qu'il s'agirait d'une certaine sorte de cascade sonore avec plusieurs étages et des éclatements brusques, des crescendos, voilà, des cris, etc. Ça, on ne peut qu'imaginer de quoi il s'agit, parce que c'est disparu apparemment. Les cascades sonores m'avaient touché. Essayer de non pas parler sous la musique, mais essayer de comprendre de quoi s'agit-il. C'est très difficile. C'est un langage qui n'en a pas un, qu'elle a une histoire. Et on peut reculer dans le temps. Justement, c'est l'un des arts temporaux qui nous permettrait de faire toute l'histoire de l'humanité qui nous dépassera. Mais pour dire simplement que la musique n'est pas musique, c'est-à-dire la musique ne peut pas se réduire seulement à la musique, c'est-à-dire telle que nous le comprenons aujourd'hui. La musique au sens large et au sens restreint, ce sont des autres choses, mais toujours la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et passons à une autre, non pas un autre sujet, mais ce matin, avec deux amis, j'ai fait un long discours sociologie de la musique et en Turquie. C'est ça que je voudrais transformer en une interrogation plus philosophique, parce que mes premiers arguments, c'est que la musique en Turquie, ou bien dans les autres pays aussi, mais la musique ne se réduit pas seulement à la musique en Turquie. La musique est de part en part traversée par ce qu'on appelle politique. Ce n'est pas du tout une politique représentative, ni grande politique au sens de Nietzsche, mais d'une manière inconsciente et parfois très consciente, et selon plusieurs périodes que j'ai traversées, mais il y a des périodes que je n'ai pas traversées. Effectivement, il y a une histoire, encore chez les Ottomans, de la musique, chez les Selçukides et pourquoi pas chez les Turcs d'Asie centrale, avant qu'ils viennent en Anatolie, etc. Ça me dépasse personnellement, mais voilà, il y a plusieurs étages sonores qui s'imbriquent et qui sont distincts et qui s'excluent.
Et tout en étant, bien sûr, au sens positif, soit contaminé par un voisinage de cultures différentes, un voisinage perse, arménien, grec, etc. C'est avant la République. Après la République, effectivement, c'est une autre sorte. Encore refoulement ou ingénierie de la culture, comme on rencontre après plusieurs révolutions culturelles en Chine beaucoup plus récemment, et avec la révolution culturelle, disons, kamaïste aussi, et surtout avec la fondation d'une maison de radio, il y a une véritable approche disciplinaire dans la pratique et dans le venir présent de l'histoire riche de la musique classique turque, ottoman, etc. Donc tout était contrôlé, etc. Donc j'avais pensé intituler cet enregistrement-ci Retour du reflet en ce qui concerne la musique. Mais comment peut-on identifier ce qui est refoulé dans la musique? Mais sociologiquement, c'est faisable parce que tout était exclu, était refoulé, et il peut y avoir plusieurs retours, dans plusieurs registres sociaux et épocaux, plusieurs sortes de retours. Et c'est ça la crescendo aussi, pour emprunter un terme musical, ou bien une cacophonie, pourquoi pas. Mais donc il y a une pluralité dans le domaine de la musique, tout en restant une identité plus ou moins turque ou de Moyen-Orient. D'abord, commençons par l'envers, ou bien par la dernière stade, c'est que je pense que il y a une fonction indéniable de disons, troisième, quatrième génération des travailleurs immigrés résidents en Allemagne et qui sont devenus de la nationalité allemande, des Turcs, la jeunesse turque ou turco-allemand, turcophone, chantant et écrivant des musiques, produisant des musiques en langue turque, aura un certain impact dans cette cacophonie ou dans ce renouvellement des genres musicaux. Ça, c'est un chapitre en ce qui concerne rap, hip-hop en langue turque. Toujours dans le cadre de musique populaire ou de divertissement, et en prêtant l'oreille avec le sens intime ou sens interne, on peut entendre encore comme résidu, trace. C'est là il faut déchiffrer ces opérations, conscientes ou inconscientes, d'une certaine ère résurrectionnelle, ou bien, entre guillemets, il n'y a rien de politique dans ce genre de musique populaire et de divertissement en rap ou hip-hop, mais il y a quand même une identité de hip-hop qui est une musique reconnue comme une musique alternative d'origine américaine. Rap également. Et il y a des autres
musique en France plus connue, Raï, d'origine arabe, en langue arabe et française, qui mérite d'être travaillée et qui peut être comparée avec notre propre. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La musique était de parents pas politisée à une époque en Turquie, et c'était peut-être toujours comme ça, mais dans une politisation dans de différents sens, je dirais. Non pas toujours répressif, bien sûr, cet sens ou bien feeling insurrectionnel ou critique dont on peut donner les exemples chez Ahmet Kaya, qui est d'origine kurde, qui chantait et produisait de la musique en langue turque, qui était accepté même par la haute société parce que c'était très authentique, donc turquisant ces mélodies et ces airs assez en convenance avec l'ancienne culture, avec ses manières de s'exprimer, avec les plus anciennes chansons d'Anatolie, mais avec une sound complètement renouvelée et modernisée, et qui reste quand même une certaine résister dans une non-popularité, et d'où venait sa force. Et d'un jour à lendemain, avec une déclaration en ce qui concerne sur le sujet politique actuel de grande taille, quand même, il était vu comme personne non grata, il était obligé de s'exiler sûrement en Allemagne. Il est tombé malade et il est mort là-bas, etc. Donc il est une figure devenue tout d'un coup un ennemi juré. Mais il y a une voiture de l'Allemagne, de cette fois-ci, de troisième, quatrième génération ou cinquième, j'en sais rien, des Turcs qui n'ont rien d'un centre contestataire, ce n'est qu'une hip-hop, qui affirment un certain nihilisme et qui sont submergés jusqu'à la gorge dans l'illégalité, dans les vies en parallèle, obscures, underground, je ne sais quoi, et qu'ils n'ont aucun sens critique apparemment, et qu'ils reproduisent ce monde en parallèle, comme souvent le cas dans la musique dite noire, de tout genre, y compris rap, hip-hop, aux États-Unis, et qu'ils réussissent. C'est ça peut-être le secret de hip-hop, ils réussissent. Sans dire quelques mots explicitement, mais en usant des mots argot, des expressions bannies normalement, pas uniquement par ce moyen, il laisse en filigrane passer une vraie qui serait beaucoup plus vraie de n'importe quelle chanson, musique traditionnelle qui aura une veine contestataire ou critique, qui sont très riches et précieux, comme des modèles, exemples, encore touchants, émouvants, etc. Mais ce genre de musique, donc, qui, selon moi, qui aura venu
mais progressivement, avec le très mauvais exemple au départ, comme Catel, qui assumait l'illégalité de devenir cartel pour les pauvres, pour les banlieues, c'était quelque chose d'attirant il y a 35 ans. Maintenant, c'est devenu autre chose dans ce monde globalisé, là où la différence de mode de vie est devenue minime. Il y a une influence, bien sûr, de manière de vivre, way of American, etc., way of life American, et jusqu'à ces noyaux de résistance, soi-disant contestataires de la musique dite noire en Amérique, qui sert un modèle à plusieurs écrivains, poètes de ces paroles de chansons, sûrement. Donc il n'y a pas de miracle, on peut tout expliquer comme ça en termes à la fois de musicologie, donc dans le voisinage de culture, dans un monde globalisé, facilité d'accéder à toutes sortes de musique qu'on produit dans le monde, facilité de traduction et écrire et publier, bien sûr, qui serait la raison principale de ce changement épocal. Et malgré tout, on gardera encore un sens de réalité, de vérité, beaucoup plus supérieur, à mon avis, que n'importe quelle chanson faite qui se faisait à l'époque où il y avait une conscience de classe, il y avait une conscience de révolte, il y avait une conscience de résistance, etc. Et je sais pas, surtout des gauchismes, y compris le mouvement kurde. C'est ça. Donc c'est très indécidable de déchiffrer indicateurs qui me permettent d'obtenir ce genre de résultats toujours, qui reste toujours subjectif et toujours esthétique, finalement. Donc c'est pas, on ne peut pas prouver, mais avec un travail un peu plus méticuleux, en montrant des exemples de vers, en citant les paroles et leur mode de vie et leur origine, je dirais leur hexis, pour faire un rapprochement avec ce que j'allais dire ensuite avec, en ce qui concerne Héraclite, le feu, l'heure, tout s'échange, disait-il dans un fragment, Héraclite, avec le feu, comme tout bien matériel s'échange avec l'or, c'est-à-dire avec l'argent. Donc cette bizarre métonymie ou bien homonymie, univocité entre l'or et le feu, en tant qu'archéologue, m'avait poussé à faire une longue discours dans le film qui est un projet dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il devrait y avoir quelque chose avec la musique au sens très général et le feu. Donc, je vais avancer une proposition comme ça en disant que la définition véritable de la musique, si on cherche son identité véritable, il n'y a pas dans l'histoire de la musique seulement, mais dans ce feu. Dans ce feu, bien sûr au sens héraclitien, mais au sens de vitalité et fever, c'est-à-dire ferveur. Fever, voilà, le feu, fever,
là qui prend des chemins si détournés, si interchangeables et si ouvert à des renversements, à des perversions, à des déplacements incessants, comme une mélodie, comme une ritournelle, comme une composition qui se décompose et qui se recompose avec les autres éléments empruntés des autres cultures, c'est ça, c'est que j'entends de la voisinage, donc qui correspond à un plan d'immanence de ce monde-ci, et ça, je dirais, ça vibre sa vibration, ça vibre, quelque chose qui y vibre, qu'on peut appeler le feu, qui s'échange avec l'argent, avec l'or, selon les goûts, avec le mérite et louange, approbation et désapprobation, réapprobation. Donc, qui donne un plaisir ou déplaisir, irritation ou adoration, tout peut être observable autour de ce magme du feu initial qu'est la musique et ses différentes phénoménalisations, réalisations, actualisations. La loi du genre, comme plusieurs productions artistiques, étant inhibition, refoulement, retour du refoulé, trouver un moyen là où ça s'exprime, ça s'explique, les plis, dans les plis, le surpli se déplie en faisant des nouveaux surplis pour finir comme Deleuze et très laplicien, bien sûr. Pour parler d'une affaire héraclétienne, de son arc et de sa flèche. Alors si un jour je complète ce que j'essaie de comprendre, de Hexis, qui est traduit en français par le mot caractère, et qui est complètement insuffisant à mon avis. Alors si un jour je complète mon travail de compréhension de Hexis, non pas seulement donc aristotélicien, mais aussi héraclétien, là dans ce fragment disait qu'en fait ce que vous croyez comme votre caractère, déjà donc on comprenait de Hexis ou de caractère quelque chose contingent, subjectif, changeant selon les individus. Alors Héraclite déclare que c'est le destin. Vous croyez au destin, à une destinalité qui retombe sur vous, alors que vous êtes ce que vous faites de vous-même. Donc, Marx déjà préfigurait dans cette phrase, non pas seulement Marx, bien sûr Hegel et tout le 19e siècle. Héraclite, bien sûr, ne faisait pas encore de ces théories de position-non-position. Et quel rapport avec notre conception à la fois feu, fièvre, innommable, ineffable, corps ou magma qui nous fait vibrer, fièvre, je disais tout à l'heure, ce pauvre
existe notre pauvre caractère, sale caractère, qui se fait par soi-même. Non, pas du tout, bien sûr. Il y a des positionnements, environnement, Stimmung et des réalisations, actualisations et ce qu'on appelle aujourd'hui des modèles et des périssements, voilà, des périmes, des modèles. Et là, un certain leitmotiv, non pas seulement dans la musique, dans la mélodie, mais dans la manière de dire. Voyez, la citationnalité anachronique, d'où l'ironie, qui devrait exister, non pas en vue et en visée de la vérité de manière directe, mais de manière insinueuse. Le recta s'installe comme une position qui n'est pas positionnée justement selon l'infini, maintenant interchangeable avec le feu, n'est-ce pas? Là où on parle de devenir d'une chose si pauvre que cela est si riche que cela que la musique. Alors, l'infini, un infini, avant que ça devienne cadence, séquence, ritournelle, mélodie, éconcœur des scènes, et avant que ça soit parodié, n'est-ce pas? Les citationnalités comportent aussi tout acte de parodie, ironie, soit au sens noble du terme, soit au sens de faire fonctionner une langue à l'intérieur, ou bien au sens de dans le meilleur cas, je suppose, de ce qu'on appelle la musique classique. Voilà, faire travailler rituel, un autre mot pour dire tracer du trait et citationnalité, autocitationnalité, mais ce que je ne peux pas être sûr, en ce qui concerne certains grands poètes, est-ce que c'est à l'insu ou au-dessus? C'est-à-dire, dans quel moment le feu prend le devant, le feu embrasse tout, fait au centre, et jusqu'à le silence, toujours en cadence, calculé en minutes, dans le cas de notre cher, j'ai oublié son nom, voilà. Et le silence mystérieux, orgueilleux, en réticence de dire rien, contre le divertissement justement que j'appelais la peinture comme célébration, alors un peu apollonien. Enfin, pourquoi Apollon d'abord? Un peu, je sais, en soi, pour soi. Et peut-être dans ce concept, justement au sens hegelien du terme, qui n'a pas besoin d'être
selon mon interprétation, qui n'a même plus besoin d'être conscient dans son mouvement de création, parce que le feu s'enflamme. Et non pas encore une mythologie de buisson Adam, mais voilà une image qui me revient à l'esprit. Là où on ne soupçonne absolument pas de la vérité, si on trouve une vérité, ce qu'on appelle non pas secret polichinelle, mais ce qu'on appelle on peut toujours trouver une expression plus appropriée, mais une vérité de bordel, je dirais, n'est-ce pas? Au sens peut-être un peu en voisinage de ce que William Brooks appelait bordel électronique, n'est-ce pas? Là, la vérité, imaginons un chant sacré, mélodie canonique, disons d'une église orientale canonique, deviendrait pas une déclinaison et inclinamen progressif et régressif, régressif, rétrograde, proactif. Donc, d'où le déplacement. Un champ de bordel dont notre grand Michel-Ange parlait en ce qui concerne sa production, sa poésie propre, que j'ai traduit. Triple, ou bien trinité, ou bien voilà, une trilogie sous son propre sort. Là où il y avait une belle, là où il disait que voilà, mon destin devient une chanson ringarde dans le bordel. Voilà. De thésaurus, apothéose, disons, pour Michel-Ange. Descendre vers le bas, vers la fin de sa vie, et voir sa grande poésie ou bien sa peinture devient une chose obscène dans le corps. Latrin. Il disait latrin. D'où mon série latrin, lanterne, de mouvement de phénoménalisation sous la lumière de Feynman et des apparitions, bien sûr, le plus souvent et dans le meilleur temps, à l'insu de leur auteur, le poète, de ceux qui exécutent et qu'on répète, bien sûr, toujours, soit dans les festivités, soit dans n'importe quel encadrement insurrectionnel ou soi-disant de résistance, qui est toujours prise en charge par un cadre que j'appellerais toujours par la théorie de positionnement selon l'infini, l'avertissement, bien sûr. Et pourquoi pas ne pas comprendre la théorie d'aliénation sous cet angle. Ça n'était qu'une explicitation d'une théorie d'aliénation et peut-être au sens aristotélicien du terme de corruption.
et de génération qu'on peut traduire facilement comme en allemand. Besagung. À la fois n'importe quoi, à la fois tout, la vérité. Et on revient par là à l'absolu, dans la modèle, c'est-à-dire il est impossible de sortir d'un mouvement d'infini ou de l'absolu, du feu, fever, dans ces soit monumental, soit partiel, soit fragmental, soit modique contribution, là où travaille la vérité au sens bien sûr, toujours barré, sous quoi, non pas sous la quoi quatrième, une simple un salut, pour être optimiste, plein d'espoir, dans le point de bifurcation, et pourquoi pas quadrification. Alors que la scène est autofade, laissé dans le porte-manteau à l'entrée, voyez. Là, le monde devient redevient un énigme, tout en restant dans sa profonde et irrémédiable sécularité de l'un des plus bas étages, et en plus un mobilette, accélérateur de mobilité, et mobile au sens de causalité d'une action. C'est la passion peut apporter de célébrité, mais qui n'a normalement rien à voir. Vous voyez l'étendue des enchantements ou des sacralisations de ce qui est sacré, innommable, le feu infini, non pas seulement laisse la trace dont on soit réjoui, soit dégoûté, mais qui est tout simplement en action, par génération, par corruption, et d'une succession, c'est-à-dire la vie, mort, etc., éternel retour, c'est-à-dire rituel, c'est-à-dire chanson, c'est-à-dire la musique interminable qu'on supporte. Parfois, on coupe le son. Voyez, c'est ça. La sociologie est devenue finalement dans sa voie philosophique.